Salut tout le monde, je voulais juste vous partager certains messages. Premièrement, merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci de partager le Frenchcast partout, ça aide vraiment. J'ai des nouvelles dates à annoncer pour mon heure de stand-up. La captation est à Montréal le 28 juin, mais avant ça, on a des dates à l'Assomption, Lavaltrie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, plein d'autres dates qui vont se rajouter. Alors, ils sont tous sur mon site. Sur pantelscomedy.com, il y a toujours des liens partout. Et n'oubliez pas, patreon.com/pantelis pour recevoir tous les épisodes en premier, puis des épisodes exclusifs qui sont juste sur le Patreon. Encore une fois, cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Erosetcompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochain achat et commande en ligne. Merci. Paul, bienvenue au Frenchcast. Merci beaucoup. Un des noms les plus cool dans les politiques, c'est ça? Paul Saint-Pierre Plamondon? Si les gens s'en fâchent pas dedans. Ah, c'est cool. Parce qu'il y a Pierre-Paul Plamondon, il y a Pierre-Saint-Paul Plamondon. Puis les gens, quand ils prononcent mon nom correctement, plus j'avance dans la politique, je me dis, je suis de plus en plus utile si mon... Je suis respecté. C'est ça, alors qu'au début, c'était en fait chanceux quand j'avais mon nom qui était appelé correctement. Mais toi, t'es jeune quand même. C'est drôle de voir quelqu'un de ton âge de rentrer dans les politiques et de vraiment... Absolument, on n'aime pas ça. Les plus jeunes, on attend. Toi, ça fait longtemps que tu es intéressé dans les politiques depuis que tu es... Je suis pas si jeune que ça. Pour un politicien, tu es jeune. Merci du compliment, mais là, je m'en vais sur 48. J'ai commencé fin trentaine. Puis quand j'ai commencé, en fait, je faisais beaucoup de commentaires politiques, des lettres ouvertes, de la télévision, de la radio, pour donner une opinion. Puis j'avais le sentiment, à tort ou à raison, là, que ça changeait pas grand-chose. Puis à un moment donné, à force de le commenter, je me suis dit, j'essaye. Et j'ai essayé dans avec, disons, une technique pas très prudente, là, c'est-à-dire que dans chaque étape de ma carrière politique, on m'a dit que j'allais échouer puis que c'était une certitude. Première course à la chefferie, c'est 2016. On m'a dit que je ne réussirais pas à participer parce que j'aurais ni les signatures ni le financement. J'ai perdu ma première élection, mais solidement, en 2018. Mais tu as appris beaucoup, j'imagine? J'ai appris beaucoup, surtout l'humilité. Puis, 2020, j'ai commencé la chefferie à 5% d'intention de vote. Puis on me disait, ils ne me nommaient même pas. Il y avait des reportages sur la course, puis mon nom n'était pas mentionné, j'étais pas du tout dans l'univers. Et ainsi de suite. Quand je suis devenu chef, c'était la certitude que que le Parti québécois allait mourir, que c'était fini, puis que j'étais pas à la hauteur. Donc, c'est un peu mon cheminement de pas me laisser... si j'ai le goût de faire quelque chose ou si je le ressens, comme par exemple le serment au roi, tout le monde disait que c'était impossible, je le fais indépendamment de ce qu'on me dit sont les probabilités. Si je pense que c'est fondé, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi juste pour... je ne suis pas un diable, un daredevil, je ne suis pas un diable de provocation. C'est simplement que si ma lecture, j'y crois, puis que je pense que le service public ou la vérité implique de prendre une décision, je la prends indépendamment de ce que les analystes ou le commentariat peut dire. Tu sais que c'est à ce moment-là que moi, j'ai appris t'étais qui, puis que je t'aimais à cause de ça. Le serment du roi. Pour moi, c'était... Parce que moi, j'haïs la monarchie. Moi, je veux rien savoir d'une reine, d'un roi, tout ça. Alors, tout ça, pour moi, c'était comme... Mais c'est ça que tout le monde devrait faire. C'est ça que tout le monde devrait faire. On est un pays... Même le Canada. Le Canada, c'est un pays indépendant. Je veux rien savoir de ça. Moi, moi, je travaille, si je suis politicien, pour le peuple. J'ai rien à foutre. C'est une question de loyauté. Ouais, j'ai rien à foutre. Et c'est une question symbolique. C'est-à-dire que ça n'allait pas changer la façon de fonctionner. Et c'est ce qui a amené plusieurs personnes, dont mes propres conseillers, de dire, là, tu as fait ton point, mais arrête parce que cette histoire-là est sans issue. Je me faisais avertir. Et c'était en fait une part d'émotion. C'est le fait de mentir comme premier geste me rendait inconfortable au point où je me disais, il arrivera ce qui arrivera, je vis bien avec toutes les options. Si tu ne veux pas mentir, tu n'es pas dans le bon business. On repart avec la prémisse de ta question. La politique, ça n'intéresse personne, puis c'est pas un choix de carrière. Ça dépend ce que tu en fais. Moi, ce que je découvre avec des podcasts comme avec les entrevues plus classiques, ce matin, je me promenais dans un café, il y a des gens qui m'ont interpellé.
quand on fait une démarche qui s'adresse, dans la mesure du possible, à l'intelligence des gens, quitte à être en désaccord en disant « Je comprends qu'il va y avoir un désaccord, mais voici mes arguments. » Je fais des longs textes, etc. C'est fou comment la roue se met à tourner dans l'autre sens. Alors que les dernières années, de manière très, très assumée, les politiciens ont dit « Nous, on veut des messages compactés. » C'est comme on va appeler ça la période Instagram de la politique, c'est-à-dire des phrases très courtes pour que tout le monde comprenne, puis de l'image, des sourires, des cœurs ou je ne sais pas quoi. Là. Et je pense qu'on est vraiment à la fin de ce cycle-là parce que ça a des conséquences sur la société si nos décisions ne sont pas plus réfléchies que ça et si le désengagement qui découle de messages absolument vides fait en sorte que tout d'un coup, on se réveille et il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Donc, moi j'ai le sentiment qu'on commence un nouveau cycle à l'échelle de l'Occident, là, pas juste au Québec. Ouais. Puis maintenant, pour le Québec, où on fait partie du Canada maintenant, économiquement, tu vois, puis tout le monde voit que ça ne va pas bien. Ils ont des chiffres qui sortent à chaque semaine, puis ils changent ça pour essayer de montrer que non, ça va bien au Canada, ça ne va pas bien. Comme pays, on est dans économiquement un déclin. Puis même, je pense, socialement, il y a plein de problèmes qu'on ne veut pas adresser. C'est pour ça qu'ils ont forcé beaucoup d'immigration pour essayer, parce que on n'avait pas assez de gens pour travailler, puis maintenant, ça cause des autres problèmes. Pour toi, on va dire que demain, le PQ prend charge du Québec, première chose que tu fais pour aider la situation, on va dire, économique en premier, ça serait quoi? Puis je sais qu'il n'y a pas vraiment de réponse simple, mais c'est juste, tu as l'air de quelqu'un qui réfléchit d'avance, au lieu d'être à l'instant. Alors, as-tu déjà pensé à ça, comme qu'est-ce qu'on peut vraiment commencer à faire pour changer notre trajectoire? C'est une question parfaite pour un balado. Ça va me donner le temps de le... Bon, pour le Canada comme pour le Québec, une grosse difficulté qu'on a, c'est que notre économie est fortement influencée par les ressources naturelles. Le problème avec les ressources naturelles, c'est que ça crée de la richesse sans trop se poser de questions. Donc, c'est démontré qu'un pays qui trouve du pétrole, qu'il soit en Afrique, en Amérique, ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, toute l'économie va se concentrer là-dessus. Et les conséquences à long terme, on dit Dutch disease ou maladie des ressources naturelles, mais ça crée un appauvrissement, ironiquement, parce que ça crée de la paresse. Donc, il va y avoir une tendance à devenir une colonie comptoir, vendre les ressources sans transformer, sans innover. Donc ça, déjà, le Québec et le Canada ont ce défi-là. Et la manière de répondre à ça, c'est de miser, d'avoir des politiques gouvernementales vraiment sur l'éducation et l'innovation. À la question très, très précise, première chose qu'on peut faire, c'est d'encourager la petite et moyenne entreprise québécoise en lui enlevant le plus de paperasse et d'embûches possibles à ses débuts, tant sur le plan administratif que sur le plan de Revenu Québec. Pas qu'on laisse la fraude, là, non. Mais tu dois les accompagner par tous les moyens dans le but que 1 sur 20 devienne un joueur moyen ou grand à l'international. C'est l'inverse du modèle actuel. Le modèle actuel, c'est que tu prends beaucoup de fonds publics et tu fais venir une multinationale en disant « Moi, j'ai des ressources, mais je ne sais pas quoi faire de mes pouces. Là. J'ai aucune idée quoi faire. Venez exploiter. On va vous donner de l'argent. Puis quand vous aurez fini, vous allez prendre vos clics puis vos claques, puis vous allez retourner chez vous. Et des fois, ça vient avec des paradis fiscaux. Ça vient souvent avec aucune garantie de faire affaire avec des compagnies québécoises. Ce modèle-là, moi, c'est la première chose que je changerais parce que c'est le modèle de la CAQ de manière très criante. C'est pas juste Northvolt, là. C'est vraiment comme ça qu'ils pensent. Et moi, je suis plus un partisan de libérer l'espace pour l'innovation, l'encourager, puis accompagner en mettant le moins d'entraves possible la PME jusqu'à temps qu'elle devienne un champion ou une championne, en échange de pas grand-chose. On peut investir en disant tout ce que je te demande, c'est de garder ton siège social au Québec puis de payer tes impôts au Québec. Pas aller dans les paradis fiscaux. Si tu me donnes ces deux choses-là, j'ai du temps puis de l'argent pour qu'on développe des champions, mais on le demande même pas. Donc, moi, c'est la première chose que je ferais. On parle la même langue parce que c'est des points que moi, j'avais discuté puis j'avais dit, je suis en accord avec toi. C'est juste que quand moi, je demande, hey, pourquoi on a toutes ces ressources naturelles au Québec? On a plein de choses qu'on devait être fiers qu'on a puis on peut exploiter. Puis à chaque fois que je demande, tu sais, dans les mines, pourquoi c'est des compagnies indiennes ou chinoises, tout le monde dit la même affaire. Ben ici, tu sais, les Québécois, on ne sait pas comment exploiter nos ressources. Puis ça me fâche. C'est pas une excuse, ça, parce que
on ne sait pas. On engage quelqu'un, puis on crée notre propre compagnie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin... C'est pas une vraie excuse. Non, mais c'est encore plus criant pour l'hydroélectricité. Si Nordvolt, une compagnie suédoise, vient nous expliquer comment faire une batterie électrique, c'est parce qu'il y a il y a une partie de la partie de la game qu'on a ratée. Là. OK, on va dire qu'on a raté ça. On va apprendre comment le faire, puis après, on continue nous-mêmes. Bon, mais c'est ça, mais c'est là que tes investissements en recherche et développement doivent être plus élevés. Puis que les investissements aussi doivent porter non pas sur attirer des multinationales, mais augmenter la productivité, parce que ça force l'innovation. C'est-à-dire que Mais pour revenir à l'immigration, c'est un peu la grande entreprise qui a demandé, plutôt que de se remettre en question et d'innover dans les processus, d'avoir le plus de main-d'œuvre abondante à bas coût possible. Donc, toute la vision de Justin Trudeau de seuil d'immigration toujours plus élevé, et je suis obligé de le répéter à chaque fois, parce que mes adversaires politiques, des fois, déforment mes propos, vous ne m'entendrez jamais parler négativement des personnes et du parcours des gens qui se joignent au Québec. Je parle des politiques par des politiciens fortement influencés par la grande entreprise de Bay Street à Toronto. C'est ça qui est arrivé avec Trudeau. Oui. Mais il y a eu une drôle de conjonction, vraiment étrange, ça n'arrive jamais. La très grande entreprise était à la recherche de main-d'œuvre, pendant que le mouvement, là, je ne veux pas tomber dans les définitions, là, mais que ce soit gauche radicale ou woke, là, eux aussi rêvaient à la déconstruction de la société par l'immigration, dans des théories là, assez, parfois lunaires, mais les deux se sont mis à tenir le même discours, et c'est devenu la politique de Justin Trudeau, et le lien avec l'innovation, c'est que, évidemment que la main-d'œuvre abondante t'encourage pas comme entreprise à innover dans tes processus. Tu te poses pas de questions parce que il y a pas de raison de se poser des questions sur la façon de fonctionner si la main-d'œuvre coûte presque rien, alors qu'on a intérêt à avoir une classe pauvre ou moyenne qui gagne le plus possible. Donc là, il va falloir justement se remettre en question et dire comment on innove dans la productivité, parce que ce que la preuve démontre, là, les études sérieuses sur le sujet, c'est qu'hausser les seuils ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre parce qu'il faut bâtir plus de maisons, puis il faut bâtir. Donc, toute cette hypothèse-là était basée sur des mensonges. Et pour autant, je ne suis pas un partisan, je ne suis pas dans l'école Poilievre, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on fasse de politique insécurisante dans le ton, là. Je pense qu'on peut parler de ces politiques publiques-là, puis on va aller, en fait, de ce que j'entends sur la rue, aller chercher l'appui de tous les Québécois, incluant les Québécois issus de l'immigration, c'est-à-dire que tout le monde a le même intérêt. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent une économie en santé, ils veulent du logement pour tout le monde, puis de la paix sociale, parce qu'on ne veut pas vivre dans... Puis le Québec est capable de se distinguer dans ce domaine-là quand on se compare notamment à certains États de nos voisins du Sud. Donc, je vais essayer de ramener ça dans cette direction-là. Quels intérêts on a en commun? Puis rassembler tout le monde autour d'un modèle durable et non pas des modèles complètement idéologiques qui donnent des mauvais résultats économiques comme sur certaines dynamiques sociales. Bien, on l'a vu sur le niveau fédéral, c'était vraiment ça. C'était une plateforme idéologique pendant une dizaine d'années pratiquement. Puis on a vraiment vu la destruction d'un pays. En tout cas, l'affaiblissement ou l'implosion. Ouais, on va voir la portée de ça. On le voit déjà là, parce que Donald Trump arrive, puis lui a vraiment un plan de match agressif. Il voit ça un peu comme gérer une compagnie. Tu sais, je veux dire, on ne se fait pas de cadeaux en affaires. Il a un peu la même approche. Et il teste ce qu'il savait déjà, c'est-à-dire que le Canada est très affaibli. Affaibli parce qu'il n'y a pas de sentiment d'unité entre les régions qui ont des intérêts économiques différents, mais affaibli également parce qu'on a répété pendant 10 ans au Canada qu'être Canadien, ça ne voulait plus rien dire. Le Canada post-national de Justin Trudeau, c'est qu'il y a des communautés culturelles, mais au-delà de ça, il n'y a pas de nation canadienne. En tout cas, il n'y a rien qui les définit ensemble. Ce qui force Justin Trudeau à aller dans une entrevue aux États-Unis pour dire, être Canadian, c'est not American. Oh. We're not Americans. Mais c'est quoi cette définition-là? On peut tout. On peut être africain. C'est juste si t'es pas américain, t'es canadien. Donc, vous me parlez de ce que je vais faire ou c'est quoi mes priorités? Moi, je veux rebâtir une identité québécoise partagée par tout le monde autour de notre projet de société, nos différences, sans arrogance vis-à-vis des Américains ou d'autres nations, mais
c'est important d'avoir un tissu social où les gens partagent des choses. La vision atomisée de la société, où tout le monde est catalogué, catégorisé dans des cases, puis ensuite, c'est un peu la pagaille à savoir qui, dans une logique communautaire, va chercher le plus au détriment, puis il y a quand même un niveau de suspicion ou de tension sociale qui peut venir avec ça, comme certains conflits qu'on a vus à Toronto. On en voit un peu à Montréal quand même. Ouais. Donc ça, c'est dans les autres projets que j'ai, c'est de tenter de relancer l'identité québécoise autour d'un projet de société, autour d'une vision d'avenir qui vraiment va être différente à l'opposé de ce Canada qui peut-être est en train d'imploser. Je veux pas, évidemment, je suis juge et parti. On va voir jusqu'où ça va, mais je trouve que ce qui se passe en ce moment vis-à-vis des États-Unis est très symptomatique. Il n'y a rien qui unit le Canada, ni sur le plan émotif, ni sur le plan des intérêts économiques. Ouais. Et c'est pour ça que l'Ontario et l'Alberta se gênent pas. Ils vont négocier eux-mêmes en disant « Pensez-vous vraiment que je vais sacrifier mon pétrole pour une négociation qui bénéficie au Québec? » Elle est déjà partie à Mar-a-Lago, puis elle a déjà fait son deal. Donc, on serait fou de ne pas faire une équipe Québec. J'ai invité le premier ministre là-dessus, mais je n'ai pas eu de réponse. Ça fait longtemps que tu l'avais invité? Pour l'équipe Québec? Ouais. J'ai fait la sortie il y a 8 jours maintenant. OK. Ensuite, j'ai réécrit une lettre. Puis, il n'y a pas beaucoup de transparence avec le gouvernement Legault. C'est un gouvernement aussi qui est très, très rivé sur les sondages internes du Québec. Donc, je pense qu'ils ne me veulent pas, puis ils ne veulent pas les autres dans le portrait. Donc, ils disent, il y a déjà une équipe Québec, c'est moi. OK. Ah. En gros, c'est ça la réponse. Ça ne marche pas. Ça ne gagne pas. On va voir. Moi, je ne souhaite pas que ça ne marche pas, là, dans le sens... c'est quand même sérieux. Là, c'est-à-dire que si les PME québécoises ou un secteur comme l'aluminium est pénalisé, ça peut aller vite là, en termes économiques. Donc, je ne souhaite pas de malheur au Québec là-dessus, mais il y a des méthodes de travail typiques de la CAQ qui sont très opaques. Et des fois, ça ne donne pas des résultats heureux. On l'a vu en transport, notamment. Puis nos relations avec, on va dire, Alberta, on peut pas comme... Pourquoi est-ce que le Québec et l'Alberta n'ont pas plus de relations qui sont bons? C'est comme plus de relations vraiment amicables parce qu'ils ont des choses en commun. Oui. Mais là, je vais m'avancer avec prudence. J'ai des hypothèses. Parce qu'en effet, il y a des choses en commun, c'est-à-dire que l'Alberta est en désaccord avec le fonctionnement du Canada parce que l'Alberta considère que ce que le Canada lui impose ne reflète pas sa volonté démocratique et surtout n'est pas dans son intérêt financier, péréquation notamment. Mais l'Alberta a toujours eu un ton vraiment méprisant là, dans les médias de l'Alberta. Je ne dis pas tous les Albertains, mais il y a quand même toujours eu un ton méprisant parce que deux facteurs, à mon avis, puis il y en a peut-être d'autres, puis je me trompe peut-être, là, fait que je le mets entre guillemets. Premier facteur, il est historique. Le Canada anglais, sa relation avec le Québec, c'est que le Québec est un petit cousin dérangeant qui pleurniche tout le temps. Ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils ne mettent pas beaucoup d'efforts non plus, mais il y a toujours eu une absence de reconnaissance du Québec comme nation qui est appelée à devenir un pays. Donc, c'est comme un problème. C'est un peu une relation que je qualifierais de passive-agressive. On ne s'en occupe pas parce que ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais si le Québec hausse le ton parce que son intérêt n'est pas servi, bien là, on devient agressif, assez méprisant. Ça existe en Ontario, ça existe en Alberta. C'est une part de ça. L'autre part, c'est que le Québec est décrit en Alberta comme un environnement socialiste. Socialiste ouais. au sens de ce que les républicains américains diraient. Là. Wow. C'est-à-dire... mais c'est vrai, on est assez socialiste ici. On est social-démocrate, mais on n'est pas communiste. Là, je non, bien sûr, si on était communiste. Et ils vont dire, on va prendre seulement la péréquation, puis on va démontrer qu'en fait, le pétrole de l'Alberta contribue à tous les services sociaux du Québec sur notre bras. Ce à quoi je réponds, mais parfait, on peut s'en aller si vous voulez. Ça, par contre, ils ne sont pas partants pour ça. Puis ça, c'est vraiment une contradiction parce que vraiment, on peut leur dire, si on vous coûte trop cher, ça nous fait plaisir de lever les feutres. Et là, soudainement, il n'y a pas de volonté. Pourquoi? Parce que, évidemment, ce n'est pas que la péréquation. Il faut regarder les investissements directs. Le fédéral investit beaucoup dans l'industrie du pétrole. Il y a eu le pipeline qui a coûté, on est rendu à 30 quelques milliards. Ah. Mais en subvention aux pétrolières, il y a beaucoup d'argent qui vient en partie du Québec. Donc, il faut regarder pas juste la péréquation, les investissements, mais il faut regarder aussi l'impact du pétrole sur la devise canadienne. Si on exploite des ressources naturelles, l'effet, c'est de hausser la valeur du dollar canadien
Et ça nuit aux exportations québécoises. Et à l'époque, quand les sables bitumineux ont commencé à être exploités, on a vu l'impact sur le dollar canadien, mais sur les exportations québécoises qui ont été pénalisées. Et ce qu'on a répondu au Québec à ce moment-là, c'est oui, mais en même temps, vous allez obtenir un chèque. Moi, ce que je prétends, c'est obtenir un chèque pas de pitié, là, mais un chèque de compensation. C'est très mauvais pour une économie. Ouais. Si tu as le choix entre envoyer 2 milliards de ton argent québécois dans les sables bitumineux en subvention par année pour ensuite avoir un chèque du fédéral important, là, on parle de 9 milliards au net. Au net, au sens qu'on contribue déjà à la péréquation, là, donc net, un peu plus que 9 milliards. Je crois que c'est quoi, 11 et 17, on t'est rendu à 13. Là, je ne veux pas induire en erreur qui que ce soit, mais quand tu enlèves la part que le Québec a déjà contribué à la cagnotte, on est un peu plus qu'à 9 au net en 2023. Le chiffre de 24 m'échappe. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais moi, si on me donne le choix entre prendre nos propres impôts puis l'investir dans des entreprises québécoises, ce qu'on disait tantôt, là, encourager l'innovation, les PME, dire nous, c'est quoi notre force? C'est les énergies vertes, à un moment où les États-Unis puis d'autres endroits dans le monde, non seulement en ont besoin, mais on a besoin d'innover pour voir comment cette énergie-là peut être exportée malgré les limites, par exemple, de l'hydroélectricité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation dans le domaine énergétique vert? Ça, c'est notre domaine. Puis moi, j'investirais là-dedans en disant aux entreprises québécoises, on investit en vous, mais vous restez ici, puis vous n'envoyez pas tous vos sous dans les paradis fiscaux. Alors que là, c'est de l'argent qu'on pelte. Même chose pour le pétrole en moyen de transport. Quand on va à la pompe, on met une grosse partie de nos revenus au profit de multinationales qui ne sont même pas en concurrence, ce sont des cartels, et ce n'est pas de l'argent qui reste au Québec. Donc, puis c'est une question de fierté dans ma tête. Je suis pas mal plus fier d'un Québec qui prend son argent puis qui croit en soi puis qui investit dans ses entreprises que d'investir dans des activités que moi, je juge douteuses pour ensuite obtenir un chèque un peu de pitié, mais qui vient avec tout ce mépris albertain. Donc, pour répondre à ta question, il y a ça aussi. L'Alberta considère qu'on vit à leur crochet. Puis moi, j'aimerais mieux ne plus vivre là-dedans parce que j'aime ni le mépris, ni le fait d'être dépendant de autre chose que ce que nous, on est capable de faire. Tu sais, je ferais confiance au Québec avant tout. Je suis avec toi, mais c'est juste que je pense que beaucoup de leur perception de qu'est-ce qu'ils font pour le Québec puis comment les Québécois pensent, puis c'est comme la propagande dans les médias parce que moi, quand je parle à d'autres Canadiens, je suis allé à Vancouver, puis c'est comme ils ont une perception des Québécois que c'est pas vrai. Ils ont vu ça dans les nouvelles. Ouais. On est des méchants. Mais c'est pire pour le Parti québécois. Fais juste regarder, tape mon nom, puis va dans les médias de l'Ontario et de l'Alberta depuis 2 mois. Tu vas me trouver dans le Globe and Mail, tu vas me trouver dans le Star. J'ai toujours l'air d'un enragé fini. La photo, c'est toujours la photo de moi. C'est photo Globe and Mail, Paul Saint-Pierre Plamondon depuis 1 mois. On va le trouver. Globe and Mail, type. Globe and Mail. Non, c'est pas ça. Quoi, Leader Pledges Referendum. Oui, mais il y en a une où est-ce que j'ai... Oh, mais tu vois comment ils ont écrit ça? Claiming Ottawa poses existential threat. Il y a toujours le mot threat, mais c'est pas ça que je cherche. Puis si on va vers le bas, je suis sûr... je peux-tu le chercher avec mon téléphone? Ouais. Pendant qu'on jase, je vais le trouver, la référence. Mais la photo est extraordinaire. Photo Images? C'est toujours threat. J'aime que ton bras est comme ça. Ouais, mon bras est comme ça, à moins que je me sois mélangé avec The Star. Mais le... Check ça, celui-là. Down, left. C'est celle-là que je voulais. C'est celle-là? La voilà. Mais regardez la date, ça va être décembre. Clic. Toi, t'es prêt pour une guerre. Ouais. Allez dans l'article, puis juste trouver la date. Ça pour tout le monde un instant. Allez trouver la date de ça. Je suis sûr que c'est en décembre. C'est à celle-là que je pensais quand on parlait. Mais j'en ai quelques-unes comme ça dans des revues aussi. Là. C'est vraiment les mots threat, menace, crisis. Et voilà, 29 de décembre. Crisis, threat, menace. Toujours cette idée aussi que c'est comme si il n'y avait aucune remise en question de pourquoi on fait ça. Il n'y a pas d'écoute sur pourquoi ce mouvement-là revient. Pas de remise en question, c'est vraiment un automatisme. Mais évidemment, c'est que ceux qui font partie d'un régime ont des privilèges ou des raisons économiques de rester dans le régime. Donc, ils ne se posent pas tellement la question pourquoi, mais simplement
on veut pas que ça change, donc on va prendre on va faire prendre. Donc, c'est un peu l'environnement qui explique cette perception, pas juste des Québécois, mais particulièrement du Parti québécois. Il y avait René Lévesque qui avait fait une tournée du Canada, puis moi, je pense que je vais me rendre au Canada. J'attends le bon moment pour passer dans chaque province. J'ai été agent de bord pour Air Canada, donc ça ne s'invente pas. J'ai été le gardien de but de l'Université d'Oxford en Angleterre pour l'équipe de hockey. T'étais-tu bon? Non. Mais j'ai gagné la Coupe Patton, mais je suis pas bon. Je suis meilleur au tennis ou dans d'autres sports, mais gardien de but, je peux pas dire que j'étais bon. Mais on a gagné la Coupe Patton contre Cambridge. Mais j'ai fait agent de bord pour Air Canada, donc je veux dire, je connais le Canada. Mon frère grandit en Ontario, fait ses études en Ontario. J'ai absolument rien contre le Canada. C'est simplement, on a des raisons de vouloir décider par nous-mêmes et d'exister à l'international. Et ces raisons-là ne sont pas entendues parce que ce qui est présenté, c'est toujours threat, menace. Ouais. Et cette caricature du Québécois gâté, immature, chialeur, qui est récurrente et qui crée donc très peu d'ouverture. Ceci étant, René Lévesque l'avait fait et il avait développé une écoute parce que tout d'un coup, les gens se rendaient compte, en écoutant Lévesque, il n'était pas ni méchant ni mal intentionné. Non, il était. Puis qu'il y avait des arguments. Là, il éduqué. D'accord, pas d'accord, il y avait des arguments. Parlait bien, il était bilingue. Ouais. Donc, il y a de ça. J'ai une question culturelle, peut-être tu peux me répondre à ça. Je sais pas si c'est le Bloc qui pouvait faire quelque chose, mais tu sais, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'au Canada, c'est pas obligatoire que tous les élèves, depuis l'école primaire, ça devrait être obligatoire d'apprendre le français puis de l'anglais de la même manière, à 100%, parce que c'est 2 langues officielles du pays. Mais, c'est pas bizarre ça qu'on fait pas ça comme un pays? Non, mais c'est Il y a 2 langues officielles, puis tu as la moitié du pays qui peut pas parler une des 2 langues, puis c'est... Puis pourquoi pas? C'est pas comme si c'est, on va dire, c'est quelque chose de compliqué qui est différent. C'est le chinois puis l'arabe. C'est l'anglais puis le français. Mm-hmm. Tu peux l'apprendre. Le Canada est bâti sur des mythes. Notamment parce que le Canada a été bâti à l'origine par la Nouvelle-France conquise et des Américains qui finalement ne voulaient pas être Américains parce qu'ils étaient loyaux envers la couronne britannique. Donc, ils ont remonté vers l'Ontario. Ah. Mais ça ne crée pas un récit de nation building très, très clair, là, tu sais. Donc, c'est comme ça que le mot canadien, qui en fait désignait les Canadiens français, les Franco, est devenu Canadian. C'est comme ça que la poutine puis le sirop d'érable est devenu un rassemblement national, mais c'était quand même puisé du Québec. Puis, c'est quand même fragile comme narratif, ce narratif canadien. Donc, il y a des mythes, dont celui du bilinguisme. Le bilinguisme n'a jamais eu lieu, sauf que ça affaiblit le Québec parce que si tu es 2 % de francophones dans 98 vis-à-vis 98 % d'anglophones dans l'Amérique du Nord, mais que tes institutions commencent à fonctionner dans les 2 langues, c'est quand même fragile parce que je pense qu'en Amérique du Nord, l'anglais aura toujours une attraction naturelle. Là, les francophones, mondiale. Donc, ça prend quand même une architecture là, pour réussir à ce que le 2 % se maintienne. En tout cas, dans les autres provinces canadiennes, on ne peut pas dire que le sort réservé aux francophones va dans la bonne direction. C'est vraiment un déclin marqué de la francophonie dans chaque autre province. Mais non, il n'y a pas de volonté de bilinguisme tant que ça. La fonction publique canadienne, notamment, est supposée être bilingue. Dans les faits, ça commence par « bonjour, hi », puis tout le meeting est en anglais. Il n'y a pas vraiment de bilinguisme. Ça vient aussi avec un mépris du français québécois. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur les médias sociaux, mais souvent, moi, je me fais opposer que « you don't even speak real French ». Ah, ça, c'est... Mais c'est la condescendance coloniale de dire « vous êtes un étage en dessous ». Votre accent est en dessous. Votre façon de parler n'est en fait pas... Elle n'est pas légitime, elle n'est pas reconnue. Et moi, je pense que tout ça va se placer naturellement si le Québec devient un pays, à savoir qu'il y a une acceptation dans le monde que les Portugais, par exemple, ne parlent pas exactement la même langue qu'au Brésil, puis que c'est correct parce que le Brésil étant un pays, ben il n'y a pas d'inférieur ou supérieur, c'est juste... Différent, c'est tout. Mais tant que tu demeures dans un environnement d'origine coloniale où est-ce que tu as le 1/5 du pouvoir dans le Parlement canadien, pas plus, il y a quand même une constance là, d'absence d'intérêt. Et même pour les francophones de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, plusieurs histoires très tristes de mépris. Les témoignages des francophones dans le reste du Canada sont parfois très,
triste, très sombre. Moi, j'ai beaucoup de solidarité pour eux parce que c'est un environnement quand même qui n'est pas toujours simple si on décide d'essayer de vivre en français dans cet environnement-là. Puis toi, par exemple, tu sais, la peur des gens, parce que pour que le PQ gagne, on va dire, les prochaines élections, c'est octobre de 2026, ça? Exact. Ça va prendre beaucoup de gens, pas juste les gens qui... ils sont toujours à l'intérêt de voter pour le Parti québécois. Ça va prendre des gens comme moi, ça va prendre... Exact. Pour ça, je pense que ça prend un grand effort parce que le grand peur des nouveaux immigrants puis des gens qui sont des fils et des filles des immigrants, c'est qu'est-ce qu'on se fait dire pendant toute notre vie, c'est que si le PQ gagne, t'es fini. Plus de droit. Non, mais c'est vraiment ça. C'est ça le message qu'il donne. Puis quand on parlait de propagande, ça, c'est très important parce qu'il y a même des Québécois qui ont peur, ils disent, on va faire quoi si on se sépare? Si on a un référendum puis on se sépare. La peur joue un rôle. La peur, on l'a vu en Écosse, même chose. Puis on va voir, on va dire, le passeport canadien. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est quand même un passeport assez fort. L'armée, la monnaie. L'armée, la monnaie, tout ça. Exact. Puis, juste la nationalité. Si on a des gens qui sont divisés maintenant, tout ça, as-tu déjà pensé à ça, toutes les peurs, puis de communiquer aux gens? Parce que pour moi, c'est important de communiquer à des gens qui sont comme moi. Exact. C'est très important de leur dire, hey, écoute, on veut pas te tuer. C'est pas le plan des Québécois, c'est pas de t'exterminer. Mais je pense qu'on est moins là aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as entièrement raison que c'est comme ça que les partis fédéralistes ont... C'était leur plan de marketing. Un narratif. Ah oui, c'est vraiment un plan marketing. Et il faut leur donner. Tu sais, le Parti québécois, là, c'est un parti de professeurs universitaires, cégep à l'origine. Ce l'est toujours, en fait. Il y a une naïveté du Parti québécois, puis je le dis, là, je parle de moi, là, de penser que si tu as raison sur le fond, ton idée va triompher. Quand tu arrives dans la vraie vie, la propagande est souvent plus forte que l'argumentaire. Et là-dessus, le Parti québécois était très faible. Très, très faible. Quand tu regardes... notre absence à plusieurs endroits où on aurait dû être présent. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas blâmer, puis en ce moment, on n'est pas nombreux, on est 4 députés, donc c'est difficile, mais pour revenir à la question, quoi dire? Bien, il y a sur le fond. Sur le fond, on va présenter un livre bleu, c'est toutes les questions-réponses sur ce qu'on vient de mentionner. Donc, on va arriver avec quelque chose de réfléchi, par écrit. Scotland's Future into Scotland's Hands. Ça, c'est un document à peu près équivalent. Là. On vise ce genre de document-là. Une brique bien rédigée où c'est réfléchi, puis les gens qui ont des questions sérieuses trouvent des réponses sérieuses. Peut-être pas toutes les réponses, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une fois que tu deviens un pays, c'est une démocratie. Hein? Les gouvernements vont s'alterner entre gauche et droite. Il n'y a rien de figé dans la vie, mais quand même, toutes les questions fondamentales répondues. Ça, c'est sur le fond pour quelqu'un qui s'intéresse. Mais la question que tu poses est beaucoup plus sur la forme et le narratif. Et je dois dire que je n'ai pas de réponse magique, mais je constate que ça a changé. Souvent, maintenant, je me fais interpeller par des Québécois qui sont de première ou de deuxième génération d'immigration, puis qui écoutent ce qu'on fait, puis qui disent, moi, j'ai le goût d'être Québécois, là, dans le sens où je veux embarquer. Ils ont des questions, mais en général, on sent une volonté de se rassembler. C'est comme si on était à la fin du cycle d'atomisation de la société, de catégorisation, d'isolation qui va avec. Mais on a un méchant défi. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas toutes les réponses. Évidemment, une réponse facile, c'est que je me rends disponible partout, tout le temps. Là. Je vais sur les tribunes anglophones comme francophones. Ouais. Je vais sur toutes les tribunes. Je ne pose pas de questions si c'est à gauche, à droite. Je ne demande pas les questions à l'avance. Je me rends disponible. Ça, c'est une évidence. Mais une évidence qui n'a pas nécessairement été faite tout le temps par le Parti québécois par le passé. Mais au-delà de se rendre disponible, il y a un défi vraiment difficile. C'est qu'historiquement, non seulement la doctrine canadienne de Pierre Elliott Trudeau, mais qui a perduré, c'est de dire aux Québécois qui ont une appartenance, peu importe la communauté, vous êtes une communauté culturelle, fait qu'on vous traite comme une nation ou une communauté indépendamment des Québécois, vous n'êtes pas Québécois. Mais en plus, ils ont des techniques très efficaces de clientélisme. Ils vont dire, ben là, nous, on ne vous considère pas Québécois, on vous considère comme un groupe. Qu'est-ce que vous voulez? Puis, ils ont été quand même très efficaces et généreux pour faire du communautarisme, c'est-à-dire de l'identité, identity building, là, genre de bâtir l'identité
non seulement autour de la communauté, mais autour de ce que tu vas obtenir à titre de communauté. Et ça, ben, pour un parti universaliste comme le mien, c'est-à-dire qu'on est social-démocrate anti-woke, là, si je fais un résumé, c'est-tu possible maintenant, ça? Parce que c'est comme c'est si... C'est juste toi. C'est juste vous, parce que vraiment, c'est relié. Et les sociodémocrates du Danemark sont exactement là. Ah ouais, hein? Ça existe. Donc, tu tiens à des services publics, tu tiens à de l'équité sur le plan des chances. Tu veux qu'un enfant ait les mêmes chances que l'autre. Tu veux être actif sur justement la maltraitance des enfants, la criminalité. Donc, tu veux une qualité de vie pour tous. C'est pas du chacun pour soi, mais pas du tout dans les dérives de gauche radicale. Nous, on est ça. Et vu qu'on est ça, on est universaliste, c'est-à-dire que moi, quand je viens ici, j'ai pas d'agenda spécifique, là, j'ai pas de message spécifique. Tout le monde est québécois, puis tout le monde a une opinion pertinente, puis une capacité de réfléchir autonome sur le meilleur avenir du Québec. Donc, je ferai jamais campagne par communauté, mais je vais toujours me rendre disponible pour n'importe quel groupe en disant exactement la même chose que la dernière fois. En disant, c'est parce qu'on est tous Québécois, puis on a tous le même intérêt. On paye nos impôts à la même place, puis on se fait avoir tous ensemble quand nos intérêts ne sont pas servis, puis on est capable d'un projet commun. Il faut arrêter de penser qu'on est complètement divisé. Mais c'est difficile quand tu n'as pas de cadeau spécifique pour ce groupe-là qui a une revendication que l'autre va tout de suite dire « Ouais, moi, si c'est moi, écoute, m'a t'arrangé ça. » Puis c'est là que notre position Parti québécois, historiquement, n'est pas si simple. Mais ça a changé. Parce que l'époque où, en effet, on avait peur des Québécois si on était issus de l'immigration, moi, j'y crois plus, je la vois plus. Il y a une curiosité. Ça existe, mais d'une autre manière. Maintenant, je peux dire des gens que je connais, ça existe d'une autre manière. C'est juste que c'est comme s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leurs intérêts ne vont pas être servis parce que c'est juste le Canada qui va servir à ça parce que les Québécois s'en foutent des autres, entre guillemets. Alors, pour moi, par exemple, d'être grec, puis de parler bien du Québec, puis des fois, j'ai de la difficulté quand je parle à d'autres gens parce qu'ils sont comme, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es pour le Québec? Pourquoi est-ce que parce qu'on est au Québec? Parce que je suis québécois, je suis né ici, mes intérêts. Tu penses que les intérêts vont être plus reliés à quelqu'un qui est québécois, qui est au Québec, ou quelqu'un qui ne sait rien de Québec? Dans un Parlement où on a 1/5 des sièges. Ce Parlement à Ottawa, il ne décidera pas en fonction de ton intérêt. Ouais. Il n'a pas été élu par le Québec, le gouvernement, qu'il soit bleu ou rouge. S'il est rouge, il a été élu par l'Ontario. Puis s'il est bleu, il a été élu par l'Alberta et les prairies. C'est juste ça. Et là, ensuite, il faut se poser la deuxième question. En quoi nos intérêts sont divergents? Évidemment, tu vas avoir des débats gauche-droite, mais ça, dans n'importe quel groupe dans lequel tu catégoriserais, groupe d'âge, hommes, femmes... culture, religion, peu importe, tu vas avoir des gens à gauche puis des gens à droite. Mais dans la défense de nos intérêts collectifs, moi, je peine à trouver vraiment des endroits où les visions sont si incompatibles que ça, sauf sur la vision de la société atomisée, communautariste, versus la vision de la société universelle. Mais encore là, c'est pas propre au Québec, ça existe partout en Europe. Puis moi, je trouve qu'on voit la France, l'Angleterre, un certain nombre de pays arriver au bout du modèle atomisé communautaire. Ça crée des tensions sociales. Donc, je pense on voit ça en Angleterre, dans plein de pays, mais ça, c'est comme... C'était même pas le force intégration. Ça, c'était quelque chose d'autre. Ça, c'était comme... on s'en fout, notre culture n'existe pas, c'est le vôtre, et on détruit leur propre culture. C'est le wokisme. C'est le wokisme. Honnêtement, je sais pas comment ils ont essayé ça dans tous ces pays-là, en Europe. Puis c'est juste la destruction de ces pays-là. Puis si tu parles pour ta propre culture, tu deviens méchant, mais quelqu'un d'autre peut être pour leur propre culture, juste si c'est pas... Dépendamment de la couleur de peau. Ou de la religion. C'est incroyable qu'on a pu faire ça. Ça vient d'une volonté de déconstruction. Je ne veux pas m'embarquer dans des thèses trop théoriques, mais il y a quand même des accointances entre le marxisme et le wokisme. Je ne dis pas que c'est la même chose. Non, mais il y en a. Je suis avec toi. Ils sont cousins... la fesse gauche, comme on dit. Puis, il y a aussi Foucault, certains auteurs qui ont pris beaucoup de place dans les facultés de sciences sociales des universités, qui prônent littéralement la déconstruction. Et c'est là le problème de ça, c'est que les thèses de déconstruction ont pris plus de place que leur valeur réelle normalement dans une société, parce que si tu t'organises puis tu te mets à intimider,
puis imposer par la force ces visions-là, les gens, le premier réflexe, c'est de dire, ben là, moi, je suis pas raciste ou je suis pas contre le progrès. Donc, tout le monde se tasse. On a vu ça dans les universités. Et on le voit à droite aussi. Quand on écoute la droite libertarienne, au fond, ce qu'elle veut, c'est la déconstruction. Oui, c'est un peu l'anarchie. Oui. À la fin, ce qu'elle veut, c'est pas de gouvernement dans un chaos anarchique. Moi, je veux un petit gouvernement. C'est ça que je veux. Oui, mais attention, pas si le gouvernement se substitue à des oligopoles. Parce que leur modèle, à la fin, ça finit toujours que tu as tout déréglementé. Qui va décider? La grande entreprise. Les plus forts. Ben oui, la grande entreprise en situation d'oligopole ou de monopole. Puis là, ben, en fait, on le vit avec Meta et compagnie, le X. On n'a plus aucun droit de regard démocratique sur l'algorithme, sur le fonctionnement des faux comptes, de l'ingérence étrangère, des intérêts économiques qui se déguisent. On n'a plus aucun contrôle sur tout ça. C'est la grande entreprise qui dicte la démocratie de manière complètement opaque en fonction de sa rentabilité. Donc moi, ma critique de la droite radicale, c'est de dire, vous nous menez à une gouvernance par les oligopoles des grandes entreprises qui n'en ont rien à cirer du bien-être des gens. Puis ma critique de la gauche radicale, c'est, vous vous arrêterez jamais tant que tout ne sera pas déconstruit. Puis ils ont aussi cette prétention de rééduquer, là, ce qui n'est quand même pas étranger au marxisme, là, mais c'est quand même fou. Au mouvement communiste, là, c'est vraiment, ils veulent te rééduquer. À chaque fois que tu as un point de vue qui ne cadre pas dans l'idéologie, ils vont te recadrer avec un cours EDI. Ils vont t'accuser pour que tu aies peur. Donc, c'est l'époque dans laquelle on évolue. Puis nous, là-dedans, le Parti québécois est comme l'option classique lévéquiste, là, donc le fondateur du parti. On est vraiment dans la même ligne de pro-démocratie, pro-social-démocratie au sens de la paix sociale est reliée à notre capacité de s'occuper de la vie, de donner une chance équitable à tout le monde, mais tout en croyant à l'économie de marché et à prendre des décisions intelligentes pour créer de la richesse. Là. Donc, c'est notre programme. On va voir si on est l'exception en Occident. Il y en a quelques-unes, dont le Danemark. Mais en général, malheureusement, à date, on voit des gouvernements de gauche radicale et assez radicaux à droite gagner des élections très, très émotives et très, très influencées par ces nouvelles technologies. Par l'algorithme. Ouais. Puis je dois te dire, on va retourner à ça parce que j'ai quelque chose à rajouter, mais juste pour le marketing du PQ, puis en général, moi, qu'est-ce que je trouvais quand je parle aux gens pour Québec, qui ne sont pas nécessairement pour le Québec, pas même indépendants, juste pour la culture, moi, je parle de... eux, ils pensent que c'est juste être anti-anglais. Pour moi, le meilleur marketing pour le Québec, parce que c'est une culture distincte, c'est pas que je suis anti-anglais, non. Je suis pro-Québec. Pro ça. Puis ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple, parce que si tu parles à plein de gens comme moi, eux, ils ont peur que c'est anti-autre. Mais moi, mon marketing que moi je fais pour le Québec, c'est pas ça. C'est une culture distincte, comme n'importe quel pays. Si moi, je vais en Arabie Saoudite maintenant, OK? Je vais en Arabie Saoudite. Ouais. C'est sûr que les choses vont être en arabe. Puis ça devrait être, parce que c'est leur pays, c'est leur culture, ils ont leurs coutumes. Alors pourquoi, par exemple, si je vais à l'Alberta ou au Québec, pourquoi est-ce que c'est bizarre de voir des choses en français, puis la culture québécoise qui est promouvée? Pourquoi est-ce que ça, c'est bizarre aux gens? Alors, c'est ça toujours mon argument. C'est juste qu'ils voient qu'ils pensent que c'est différent que le Canada. Ça devrait être tout canadien, puis tout anglophone. C'est ça. À la base, il y a deux arguments. Il y a celui, est-ce que c'est vraiment nécessaire et souhaitable de standardiser toutes les cultures du monde en une seule structure en anglais? Non, il devrait être... En une seule culture, là, ça marche pas. Là. Tu peux le traduire pour que ça soit facile d'adopter quelque chose, mais on doit garder nos cultures distinctes. Bon. C'est vraiment important. C'est l'histoire, c'est l'identité de quelqu'un. Ça, mais les choses ont changé là aussi parce que fut une époque, mes grands-parents parlaient pas anglais puis ça passait pas proche. Qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui? Je suis un gradué de McGill. D'ailleurs, on me le reproche souvent. Il y a toujours cette attaque-là. C'est pas une attaque. L'anglais, c'est une langue internationale. Je me fais dire, tu es indépendantiste, mais on sait bien, tu as étudié en anglais. Ouais, puis... Je peux apprendre 26 langues. Ben, je parle danois, je me débrouille en suédois, puis... Ça, c'est une force. Donc, oui, mais le narratif de ce que j'incarne de ma génération, puis encore plus les plus jeunes, c'est que, en fait, moi, je suis assez anglophile. Là. Non seulement je l'ai appris, mais je m'intéresse à l'histoire d'Angleterre. J'essaie de bien le parler dans la mesure de mes capacités. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai voyagé. Danemark, Suède, Norvège, Angleterre, Belgique, Bolivie. J'ai vécu à l'étranger beaucoup. J'ai appris des langues, mais c'est à travers ces voyages-là
que j'ai réalisé, parce que je n'étais pas indépendantiste plus que ça dans ma vingtaine, trentaine, j'ai réalisé la valeur et le caractère assez inusité, intéressant du Québec sur le plan linguistique, culturel, mais historique, les mœurs. Je parlais des dépanneurs ce matin, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais tu sais, au Québec, on a des dépanneurs à chaque coin de rue. Fouille-moi pourquoi on a besoin d'un dépanneur, mais c'est bien important. Mais tout est spécial au Québec et ça a une valeur. De la même manière que tous les peuples ont le droit d'exister, mais c'est en voyageant que je l'ai réalisé et que je suis devenu plus engagé envers cette différence québécoise. Donc, c'est un tout autre narratif où est-ce que c'est vraiment pas en contradiction avec l'anglais, mais c'est en contradiction avec la standardisation de toute la culture en anglais seulement par les grandes entreprises anglo-américaines. Là. Moi, je suis pour un projet, moi-même, je consomme beaucoup là, en anglais. Là, Ouais, c'est inévitable. C'est inévitable, là, podcast, film, etc. Ouais. Mais je suis pour, comme tu dis, je suis pour qu'il y ait du cinéma, de la musique, un produit culturel qui nous est propre et qui rassemble tout le monde. Oui. Mais je pense que ça aussi, c'est assez récent, c'est-à-dire que les narratifs ont changé parce que le contexte a changé. Je pense qu'on peut l'expliquer, puis les gens vont être réceptifs. Parce que dans ce qui unit une population, il y a le sport. Donc, si les Canadiens font les séries cette année, tout le monde va être rassemblé. Ouais. Puis il y a la culture. Tu dis aux gens, venez, il y a de la bouffe, puis il y a de la musique, puis tout le monde est bienvenu. Les gens se rassemblent. Puis dans une société où les tensions vont aller en augmentant parce que ça divise, ça atomise, je pense qu'on peut miser sur la culture québécoise dans sa spécificité, dans sa différence vis-à-vis les produits plus standardisés. Qui est une culture attirante. C'est ça l'autre affaire qu'on ne discute pas. C'est pas comme si on doit forcer les gens. Si il y a des cultures dans le monde qui sont un peu, pas pour nous, on va dire, un peu agressifs ou whatever, que ça marche pas très bien. Mais la culture québécoise, c'est pas ça. C'est une culture qui aime les arts. C'est assez Joe Bontemps. Ouais, alors c'est juste que le monde ne sont pas au courant. C'est pour ça que moi, j'aime pousser ça. Quand tu vois c'est quoi... Ils sont de moins en moins qu'au courant. Tu l'aimes. Oui, mais ils sont de moins en moins au courant parce que avant, tout était à travers un poste de radio puis la télévision qui était encadré par le CRTC. Avec l'éclatement de l'offre et l'internationalisation de l'offre, le problème de découvrabilité du produit culturel québécois se pose vraiment, là. C'est que les technologies ont changé de sorte que probablement que tu tomberas jamais sur le produit culturel québécois qui vaut la peine. Et là, ça crée une espèce d'effet vers le bas. C'est que si les gens en consomment moins, il y a moins de budget. On se bat quand même. L'industrie du cinéma aux États-Unis, par exemple, elle est très, 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 très bien financée par rapport à ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, il y a des défis, puis c'est là que je pense que un gouvernement peut dire, nous autres, on va créer un environnement qui est propice à cette découvrabilité. Ce qui veut dire qu'on va soutenir la production, puis on va soutenir aussi comment aller chercher là où il se trouve. Parce qu'on ne reviendra pas à la télévision et à la radio seulement. Là. Non. Les technologies évoluent, ouais. Mais on peut s'adapter mieux que ce qu'on fait en ce moment pour que les gens le découvrent, tout simplement, puissent participer. Puis je sais que tu parles beaucoup du wokisme et tout ça. La définition, moi, plutôt, on comprend qu'est-ce que tu veux dire, c'est du wokisme. Mais moi, j'ai des questions à propos de comment combattre ça. Parce que ça commence beaucoup dans les écoles. Tu fais quoi? Le gouvernement rentre pour voir qu'est-ce que les professeurs disent. C'est très difficile parce que moi, quand j'étais à l'université à Concordia, c'est là où moi, je commençais à voir beaucoup de ces propos-là qui n'étaient pas basés dans la logique. C'est toutes des idéologies bizarres. Puis j'étais comme, mais ça n'aide pas une société. Ça, c'est clairement raciste, mais tu dis que c'est pas raciste parce que c'est contre tes blancs. C'est toutes des choses bizarres. Comment est-ce que tu peux combattre ça? Le wokisme, c'est partout, c'est poussé partout, puis ça cause juste des divisions. Ça s'est implanté dans les institutions assez rapidement parce que l'accusation d'être raciste faisait en sorte que personne ne voulait rester dans le chemin. Il y a un documentaire sur YouTube sur l'Université de Washington, un des premiers documentaires qui documente le modus operandi du wokisme dans les campus universitaires. Je vais le chercher sur mon téléphone pour le mettre à l'écran pendant qu'on parle. Mais ça explique dès 2017, c'est Washington State University, c'est college. Washington State University. Non, je ne veux pas vous induire en erreur, là, je vais le trouver. Ouais.
Je suis très intéressé. Puis dans ce podcast-là, tu es en 2017-2018, puis ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui prônent cette idéologie-là attendent les professeurs qui sont en désaccord, puis leur crient après, puis les excluent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de job. Oh! J'avais entendu parler de ça. Et il est excellent, ce documentaire-là, parce que tu le vois, c'est vraiment pas une mise Woke en scène. Inc. C'est-tu Woke Inc? Non. College, mon Dieu, je m'excuse. Avoir su, je me serais préparé, puis j'aurais apporté la référence. Non, mais si cherchais la fin après du podcast, je vous jure que je le trouve sur mon téléphone parce que je suis sûr que je suis capable de le trouver. Ben, moi, plus tard, je peux l'attacher dans les détails. C'est juste... Pour moi, ça m'intéresse parce que c'est difficile de combattre ça si tu n'es pas... Mais donc, ça rentre par l'intimidation. Ouais, ça on le voit. Et le but, c'est de saper le débat sur la vérité. Alors, ça s'appelle Evergreen et les dérives du progressisme. Et les dérives du progressisme. Ah, there it is. Il y a une dame avec un chapeau là, qu'on voit en deuxième. Ouais, celui-là. Donc, allez voir ça parce que c'est les premiers balbutiements du mouvement dans son modus operandi. On est en 2017-2018, puis on voit que c'est l'intimidation qui permet l'installation d'une seule idéologie sans contradiction. Donc là, il y a un moment donné, à UCLA, on était rendu que là, les notes étaient octroyées en fonction de la couleur de peau. Puis si tu étais un allié, il fallait que certaines couleurs de peau passent dans ce Evergreen-là. C'est qu'ils veulent faire une journée sans les blancs sur le campus. Oui, j'avais entendu parler de ça. Mais tout ça va devenir vraiment endémique en l'espace de quelques années. Là, des peintures qui sont enlevées, ça partit dans toutes les directions. Mais le modus operandi, pour répondre à ta question, c'est l'intimidation. Donc la première chose, puis c'est ce que j'incarne en politique quand même si je me définis comme un centre-gauche, c'est de ne pas plier le genou. Si ce qui se dit n'a pas de bon sens, moi, j'ai accepté de me faire traiter d'extrême droite et de raciste en me disant, au fur et à mesure que les gens vont apprendre à me connaître, ils vont comprendre que je suis ni d'extrême droite et surtout pas raciste. Non, pas du tout. Mais sur le coup, je suis prêt à payer ce prix-là. Mais ce qu'on voit dans certains médias et certaines institutions, comme les écoles, c'est que les concepts sont introduits, puis il n'y a pas de mécanisme de discussion, il n'y a pas de mécanisme de démocratie autour de, ben là, êtes-vous sûr que ça, c'est de la science? Je te donne un exemple. Le racisme systémique prône que si tu divises la population par couleur de peau ou par religion, puis que les résultats ne sont pas les mêmes, supposons le niveau de revenu, c'est le fruit du racisme de la société d'accueil. Puis tu ne sais jamais il est où le racisme, tu n'as pas besoin de le voir. Il est là, dans le système. Et la solution à ça n'est pas claire non plus, à part ce que Justin Trudeau a fait, c'est-à-dire des programmes par couleur de peau. Ça, c'est fou. Ça, c'est raciste. Ben, c'est parce que ça crée de la tension, ça ne crée pas de l'union ou de l'équité à long terme. Mais de la manière que ça rentre dans le corpus scolaire, c'est que les professeurs sont souvent militants. Ils ont un rapport postmoderne à la vérité, c'est-à-dire que la vérité n'existe pas. Donc, on enseigne ce qui est nécessaire pour le mouvement. Donc, disons qu'on n'est pas gêné, on fait du militantisme. Et les personnes qui tentent de lever la main en disant « je ne comprends pas pourquoi on se met à enseigner ça », rapidement se font calomnier assez que s'ils veulent garder leur poste puis un peu de paix, ils vont se taire. On est à la fin de ce cycle-là. Le danger, c'est que les mouvements qui combattent ce cycle-là viennent parfois avec leur propre bébite. Donc, c'est beau de se débarrasser de mouvements de gauche radicale qui, à mon avis, sont nés grâce à ce que ça peut faire. Ouais. Mais là, si on les remplace par d'autres extrémistes droits, t'es comment? C'est ça. Si tu les remplaces par des gens qui ont raison sur le wokisme, mais qui s'apprêtent à tout déréglementer puis à tout défaire, ce qui permet de la sécurité puis de l'équité dans une société, on tombe dans d'autres problèmes. Donc, on arrête le wokisme, puis après, mais on va plus accepter des Haïtiens. T'es comme, qu'est-ce qu'on va... C'est ça, exactement. On va se retrouver dans d'autres problèmes. Ouais. C'est là que le Québec est intéressant. Le Québec est un grand territoire, mais dans les faits, c'est une petite population qui a un peu un esprit, de parvis d'église. C'est comme, il y a une jasette au Québec. Toujours une petite jasette. Ça jase beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Des fois, on agit peu. On est très, très préoccupé de la jasette. Mais c'est un avantage. C'est qu'on est capable d'avoir cette jasette-là puis de ne pas nécessairement tomber
dans certains pièges. En tout cas, historiquement, on a toujours été plus mollo quand il y a des dérives. Puis, ça tient peut-être à notre capacité de coordination d'une petite nation. D'ailleurs, les petits pays ont cet avantage-là en général. Des fois, les gens pensent que les gros pays sont plus riches, mais en fait, au niveau tant de la richesse que de la paix sociale, les études comparatives montrent que les petits pays se débrouillent très, très bien. C'est plus facile à changer. Souvent mieux que les gros pays parce que c'est justement plus flexible, plus malléable. Donc, les prochaines années, pour moi, en politique au Québec, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de juste être une coche plus raisonnable et plus intelligent que ce qu'on voit dans certains pays dans le monde et d'éviter les dérives? Mais ça revient par contre à une question très fondamentale, à savoir, est-ce qu'on accepte la désinformation idéologique ou est-ce qu'on revient à l'exigence de la rigueur et de la vérité? Et si, évidemment, on rejette la vérité comme concept, si on est totalement dans le relativisme moral et on dit que ce soit vrai ou non, c'est pas important, l'important, c'est l'idéologie, on est cuit comme société. À mon avis, on sous-estime à quel point la recherche de la vérité a structuré l'Occident puis ses progrès. Donc, moi, je suis critique du postmodernisme là, et je me dis, non, moi, je pense que il peut y avoir plusieurs angles à la vérité. Mais c'est important de chercher ce qui est vrai et de ne pas céder à des discours absolument mensongers au nom d'une idéologie parce que c'est là qu'une société implose, se perd. Et ça n'a pas lieu ça a lieu partout en Occident. Donc, c'est un test intéressant parce que moi, je m'en vais en campagne là-dessus dans 2 ans au Québec. Et je tente dans mes interventions de repousser la polarisation tant à gauche qu'à droite. Là. Puis je donne du temps assez équitablement aux deux pour essayer de rassembler sur des choses en commun. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ça va être intéressant de voir. Puis en parlant des universités, y a-t-il quelque chose que le gouvernement peut... Moi, comme gouvernement, on va se réapproprier démocratiquement le contenu en éducation. OK. Non, c'est clair. Parce que juste de pousser le communisme, ça n'aide pas. Je dis pas que je vais me substituer aux experts, mais ce que je vais faire... parce que là, on devient une... je veux pas qu'on devienne la Corée du Nord. C'est ça, là. Par contre, je vais revendiquer le mécanisme de commission parlementaire avec des experts, mais des citoyens, puis des gens qui représentent les citoyens, pour que le débat ne soit pas le monopole d'experts qui, en fait, sont peut-être des fois des idéologues, là, des gens absolument qui ont pris une direction qui mérite un débat. Et c'est là que ça prend un peu de courage politique, parce que je vais me faire répondre, t'es pas un expert, t'es un populiste. Heureusement, mes études puis mes expériences professionnelles font que j'ai pas le physique de l'emploi du populiste édenté, là. Ça va peut-être nous aider. La qualité des candidatures aussi va peut-être nous aider. Mais moi, je revendique une réappropriation démocratique avec tous les experts, mais une réappropriation démocratique du débat public concernant l'éducation, mais également d'autres secteurs de notre société où il y a un risque de dérive idéologique qui vient de la polarisation probablement générée à l'origine par les médias sociaux et l'intimidation que les médias sociaux peuvent instaurer comme climat qui rend le débat impossible. Ouais. T'es un gars très intéressant. T'es prêt, mais t'es prêt à discuter. J'adore ça. Puis, comme tu as dit, c'est pas quelque chose de classique des politiciens. Habituellement, ils évitent ça. Ils veulent pas de longues conversations. Oui, mais ça, j'ai eu cette discussion-là récemment. C'est parce que ça dépend de ton niveau d'autonomie intellectuelle. Non, mais c'est vraiment ça. Si tu n'as pas le prompteur, puis tu veux juste répéter. Si je viens ici, je suis prêt à payer le prix. Là. Il y a quelqu'un, garanti, qui va prendre un extrait de ce podcast-là, qui va le déformer un peu, puis qui va dire c'est épouvantable ce que Plamondon a dit. C'est sûr que c'est ça. Je vais supprimer tout ce que tu as dit qui est raciste au début. C'était 20 minutes très raciste. Mais l'autonomie intellectuelle, c'est d'être capable d'avoir un point de vue, puis ça veut pas dire que tu as raison tout le temps. Mais tu es capable de l'étayer, tu es capable d'expliquer pourquoi tu es rendu là, puis de recevoir l'argument de l'autre, puis d'échanger sans t'en tenir à des lignes de com. Mais la génération Instagram, communication courte, elle était formée, premièrement, elle n'était pas super solide nécessairement sur le plan intellectuel, ça part mal, mais elle était formée à juste répéter la même ligne de com. Tout le temps. En disant, les gens sont vraiment des cruches, mais si tu leur répètes toujours quelque chose qu'ils comprennent, ils vont finir par voter pour toi. Et moi, je contredis ce modèle-là, là, mais de toutes mes énergies. Et à date, ça marche. Évidemment, je touche du bois, là, parce qu'il n'y a pas de garantie en politique, les choses fluctuent. Ouais. Mais
je prétends qu'on est à la fin du cycle non intellectuel de la politique parce que les gens vont voir dans quel délabrement notre société se retrouve quand on ne réfléchit pas, puis qu'il n'y a pas de discussion avec tout le monde. Et on va revenir à de la politique qui a déjà animé d'autres périodes, là, de la politique plus soutenue sur le plan intellectuel. Puis, juste pour terminer, tu sais, la qualité de vie pour les personnes, c'est le sujet numéro un. Puis quand on parle d'indépendance ou n'importe quoi, juste la souveraineté du Québec, c'est vraiment est-ce que moi, je peux vivre bien dans un Québec et un pays? Les impôts. Déjà, on se fait ridiculiser parce que les Québécois, on paye plus que tout le monde d'autre. C'est beaucoup. Puis on ne reçoit pas qu'est-ce qu'on pense. Est-ce que c'est toujours une modèle? C'est pour ça que le socialiste ou le socialiste démocratique, c'est comme des mauvais mots pour des gens parce qu'ils vont prendre la moitié de mon salaire puis je ne reçois rien. Les hôpitaux sont pleins. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour les gens. C'est-tu encore quelque chose... T'as-tu pensé à ça un peu oui. On doit changer, donner de l'indépendance à quelqu'un pour... Il travaille, c'est à lui d'avoir un peu plus de son argent. C'est son droit. Oui. Oui, évidemment, on y a pensé. Voici ma compréhension de la situation du Québec sur le plan financier et des services. La population est vieillissante. Les systèmes aussi viennent un peu à usure, on aurait dit. C'est pas juste les bâtiments. Il y a de l'usure dans les systèmes. Et donc, ça crée beaucoup de pression en santé, on le voit surtout. Mais tu en as en éducation et en services sociaux. Mais à la décharge même de la CAQ, qui est mon adversaire, on vient de faire le pire déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards, mais c'est que toutes les missions coûteuses sont sur les épaules du gouvernement du Québec, pendant qu'on envoie près de la moitié de nos impôts à Ottawa, en échange de quels services? Les passeports, l'armée, qui est une blague là, en termes d'équipement comme d'utilité. On a besoin de ces 20 personnes-là pour nous protéger. Je comprends, mais en ce moment, c'est ça, là, c'est... Puis, tu sais, des frontières poreuses qui sont mal gérées, mais très, très peu de services, beaucoup de dédoublement, beaucoup de bureaucratie. Ma prétention ou mon plan de match, si on me donne le mandat, moi, ce que je veux faire, c'est couper un gouvernement de trop qui gaspille puis qui dédouble, ramener ça au Québec en disant, il y a des choses non négociables. Un enfant doit être bien éduqué, nos aînés comme les enfants doivent être en santé, puis ce service-là, c'est non négociable. Ça veut dire aussi enlever de la bureaucratie puis des contrôles parce qu'il faut rediriger ça en service. Ça veut dire aussi une participation au travail accrue parce qu'on va avoir besoin de bras pour réussir à cet objectif-là. Mais là-dessus, moi, question de conviction, je veux que tout le monde ait la base pour que ce soit une société méritocratique. Et couper la bureaucratie, tu es prêt pour ça? Parce que ça, c'est très important. Alléger les contrôles administratifs qui protègent le gouvernement. Ouais. C'est pas comme couper en étant contre la fonction publique. Moi, j'ai besoin d'une fonction publique forte pour avoir de l'expertise, parce que si tu n'as pas d'expertise, tu vas au privé, puis tu te retrouves que ça coûte 4 fois plus cher et que c'est un bar open. On a besoin d'une expertise dans la fonction publique, mais toutes les paperasses puis les contrôles d'employés, là, dans tous les domaines, là, ceux qui travaillent pour l'État passent trop de temps à remplir des contrôles. Pour protéger le gouvernement, moi, je pense qu'il faut décentraliser puis laisser les gens travailler. Ça va permettre de libérer des sommes que je veux renvoyer en service. Mais ultimement, ma croyance, mais je ne peux pas m'y commettre encore parce que je n'en ai pas la certitude, c'est qu'on va pouvoir baisser le fardeau fiscal quand on va avoir récupéré les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa. Parce que le dédoublement est tellement gros que je pense qu'il y aura de l'espace pour baisser les impôts, mais je vais m'y commettre seulement quand on aura été au pouvoir, on aura eu le temps de mettre, avec les moyens de l'État, une vraie équipe, puis on va passer chaque programme fédéral un après les autres. Puis là, ce ne sera plus une question de qui a raison, ça va être une question d'engagement. On va dire, si le Québec devient un pays, on a regardé chaque programme et voici ce qui va arriver. On a tout calculé, là, chaque cent, chaque programme, chaque virgule, et voici les réinvestissements dans chaque domaine, puis voici les changements sur le régime fiscal qu'on propose. Et vous pouvez être d'accord ou pas, vous voterez en conséquence, mais nous, c'est ça qu'on va instaurer au jour 1. Et je soupçonne qu'en fait, c'est la seule option qu'on a par rapport à baisser le fardeau fiscal. Parce que le dernier budget du Québec, c'est un déficit d'11 milliards. Là. Fait qu'on n'est pas à 2, on n'est pas très proche d'une autre baisse d'impôts. J'avais prédit d'ailleurs que la baisse d'impôts consentie par la CAQ ne fonctionnerait pas parce que ça correspondait à aucun plan de match. Donc, c'est sûr que ça allait finir en déficit si on veut maintenir le même niveau de service. Donc,
c'est Qui n'est pas un bon niveau. On va dire la vérité, c'est pas un bon niveau Non. de service du tout. Non, mais non. Parce que ça s'est dégradé. Sur une base comparée, si on prend les États-Unis en santé, par exemple, il faut quand même rappeler qu'il y a 8 des Américains qui n'ont pas d'assurance. Donc, c'est sûr que si au Québec, demain matin, il y a 8 de la population qu'on arrête de servir, il va y avoir pas mal moins de temps d'attente puis ça va coûter moins cher. De la même manière que per capita, les Américains dépensent 12 000 US par individu pour la santé. Ouais. La moyenne canadienne, je pense, c'est 6 000 kek. Donc, c'est pas tout mauvais ce qu'on fait, mais le problème, c'est la dégradation. Si les gens sentent que ça recule puis que le fardeau fiscal demeure le même, dans une vieille entrevue, j'avais parlé de crise de la social-démocratie. Là. Les gens sont de bonne foi. Ils vont payer des impôts s'ils ont quelque chose en retour. Mais s'il n'y a plus rien en retour, ils vont dire, écoutez, je vais m'organiser. Mais ça a des conséquences sur le coût par personne pour s'assurer en santé, obtenir de l'éducation au privé. Ouais. Ça coûte, là. Donc, moi, c'est ça que je veux essayer. Et ce que j'ai à dire sur le fédéralisme, c'est qu'on aura plusieurs fois essayé le fédéralisme, puis on aura eu des gouvernements au Québec qui disent l'indépendance du Québec, c'est pas une vraie affaire, c'est une question de lunatique. Là. Moi, je vais m'occuper des vraies affaires. C'est ce que Philippe Pouillard a dit, c'est ce que François Legault a dit. Et ils ont tous échoué dans la volonté d'améliorer les services. On a continué à décliner. Et moi, je veux essayer un changement. C'est-à-dire, je veux essayer ce qu'on n'a pas essayé. C'est-à-dire enlever le dédoublement, rationaliser et donner en service à la population par souci d'avenir. C'est-à-dire, moi, quand je vois des enfants qui ne sont pas protégés, là, pas protégés contre la pornographie, contre les sévices, qui n'ont pas une éducation de qualité. C'est ça le résultat, c'est lui, là-bas. Mais c'est une question d'avenir. Ouais. Accès aux soins de santé. Si tu n'es pas capable de soigner ton monde en temps utile, les cancers, mais pour les jeunes, des fois, c'est des troubles d'apprentissage. Il faut que tu interviennes vite. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu te tires dans le pied au niveau de ton avenir. Moi, c'est ça que je vais essayer. Puis j'ai la prétention que ça va générer, pour revenir à la question de base, what's in it for me? Ouais. Ça va générer plus de services et potentiellement un allègement fiscal parce que le dédoublement, on ne soupçonne pas à quel point il y a du gaspillage, mais plus je l'étudie, plus je suis convaincu qu'on sous-estime ce qu'on peut faire si on enlève les dédoublements. Je suis avec toi. Honnêtement, très bonne entrevue. Tu es un bon gars pour des podcasts parce que tu aimes ça parler. Non, c'est très bon. Puis tu réponds toujours à des questions. Beaucoup de politiciens, ils évitent les questions. Ils changent le sujet à chaque fois. Alors, j'apprécie ça beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite un bon succès puis de rester en santé. Parce que je sais que tu as d'autres meetings maintenant, alors je ne veux pas te garder trop longtemps. On refera ça une prochaine fois, peut-être sur une question spécifique. Ouais, mais honnêtement, merci beaucoup d'être venu. Puis je te souhaite tout le succès au monde. Ça me fait plaisir. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.